Bonjour, ici Cédric Copy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Impro-VO, la chaîne sur laquelle vous apprenez à vous exprimer avec confiance, naturelle, aisance et dynamisme. Aujourd'hui, on va parler des 7 questions courantes qu'on me pose le plus souvent en tant que coach en prise de parole en public pour des personnes débutantes qui veulent apprendre à bien parler en public. On commence maintenant! Je suis coach et formateur à la prise de parole en public et depuis maintenant plusieurs années, j'ai régulièrement des nouveaux clients, de nouvelles personnes auprès desquelles j'interviens en entreprise, lors d'événements de team building ou aussi bien pendant les ateliers hebdomadaires que je propose pour développer l'aisance, l'éloquence, la confiance et la qualité d'expression orale. Je vais donc vous donner les questions les plus courantes qu'on me pose, c'est 7 questions fatidiques qui reviennent encore et encore et je vais y apporter des réponses une bonne fois pour toutes. Ça me permettra d'inviter les personnes avant de venir faire mes ateliers à regarder cette vidéo pour avoir les réponses à leurs questions. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les vidéos de la chaîne Impro-VO ou simplement si vous avez envie de m'encourager à en faire d'autres vidéos, eh bien je vous invite à cliquez sur le pouce pour signifier à YouTube que vous aimez cette vidéo, qu'elle vous plaît et que vous voudriez en avoir plein d'autres comme ça. Ça me fera savoir aussi à moi. Et puis aussi, pensez à vous abonner pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos à venir. Ouais! Yeah! On est donc parti sur les 7 questions qui me sont le plus couramment posées par les personnes qui veulent apprendre et bien débuter avec la prise de parole en public. La première question, on m'a dit que c'était bien d'avoir quelque chose dans les mains pendant qu'on prend la parole en public pour s'occuper les mains, c'est vrai? La première chose que je dois dire, c'est que il n'y a jamais de choses complètement vraies ou complètement fausses. Moi, ce que je recommande, c'est de ne pas avoir besoin d'un élément extérieur et simplement reconnaître que utiliser vos mains va être quelque chose de naturel. Et vous allez le faire efficacement à partir du moment où vous êtes dans une qualité de présence, où vous êtes présent à ce que vous dites et à votre auditoire. Dans ces cas-là, naturellement, vous allez utiliser les gestes pour vous exprimer et renforcer le message verbal que vous apportez avec des gestes. Ce que j'observe, c'est que lorsque les gens veulent s'occuper les mains, ce qui se passe, c'est qu'ils ont exactement les mêmes tics, mais en plus, avec quelque chose dans les mains, ce qui est d'autant plus distrayant. Tu peux arrêter là? Avoir des choses dans les mains, ce n'est pas utile. Contentez-vous simplement, par exemple, de joindre le pouce et l'index, le pouce et le majeur, et d'avoir les bras le long du corps, simplement en joignant ces deux doigts. Et vous vous rendrez compte que vous n'avez pas besoin d'occuper vos mains. Simplement partir d'une posture neutre, les bras le long du corps, les doigts joints une nouvelle fois comme ça et partir de là pour faire des gestes lorsque vous voulez appuyer votre discours. Vous n'avez absolument besoin de rien d'autre. Ah, yes! La deuxième question qu'on me pose le plus souvent c'est excuse-moi, faut vraiment que je fixe mon auditoire du regard? Alors évitez de le faire comme ça parce que clairement vous allez faire fuir les gens qui vous écoutent. Par contre, la qualité de votre contact visuel avec votre auditoire est tout simplement essentielle. C'est une compétence centrale tellement importante pour faire sentir à votre auditoire que vous êtes là. Et idéalement, ce que vous voulez faire, ce n'est pas fixer, mais simplement avoir, je répète, un contact visuel et un contact visuel bien dosé. C'est-à-dire que, comme pour une poignée de main qui est trop souple, trop molle, eh bien, on va sentir que la personne manque de confiance ou d'affirmation. De la même façon, une personne qui a une poignée de main très très forte, cette personne-là va communiquer un besoin de domination ou de contrôle, ce qui sera aussi quelque chose de négatif. Eh bien, c'est la même chose avec votre contact visuel. Votre regard, s'il est trop fuyant, dirigé vers le sol ou vers le plafond, note que vous n'osez pas regarder votre auditoire dans les yeux et si vous l'appuyez trop, vous allez tout simplement donner aux gens
une sensation de malaise, de se sentir menacé et concrètement de se sentir fixé. Donc ne fixez pas, utilisez un contact visuel bien dosé et pour cela, il n'y a rien de mieux que de s'entraîner à le faire. Parce que si vous regardez au quotidien, il y a peu de gens que l'on regarde de manière soutenue dans les yeux, à part les personnes les plus proches et les plus chères dans notre vie. On enchaîne maintenant avec la question suivante. Cédric, est-ce que je peux faire ma prise de parole en public assis? Moi, je trouve ça assez fatigant d'être debout. Alors, excellente question. Prendre la parole en public assis, il y a du pour, il y a du contre. Évidemment, encore une fois, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et ce que je vous invite surtout à faire, c'est de vous baser sur votre bon sens. Qu'en est-il du contexte? Est-ce que dans ce contexte, c'est approprié de prendre la parole en public assis? Ou est-ce que vous choisissez ou vous demandez si vous pouvez prendre la parole en public assis parce que vous voulez vous cacher? Ce que je recommande, c'est de prendre la parole en public en étant debout. Lorsque vous êtes debout, vous allez disposer de plus d'énergie, vous allez être plus facilement en présence par rapport à vos sensations corporelles et à votre propos, mais aussi en connexion avec votre auditoire, puisqu'en étant en plus haute altitude que les personnes qui vous écoutent, eh bien, vous allez naturellement commander une forme d'autorité et favoriser l'attention. On peut très bien, en tant qu'orateur expérimenté ou à l'aise, prendre la parole en public assis et faire un très bon effet. Mais je recommande la plupart du temps, prenez la parole en public debout pour conserver votre énergie et faciliter l'attention de la part des personnes qui vous écoutent. Passons maintenant à la quatrième question. Comment est-ce qu'on fait pour parler plus fort? Comment est-ce qu'on fait pour parler plus fort? Je crois que c'est la question qu'on me pose souvent. Comment est-ce qu'on fait pour parler plus fort? Eh bien, ça va dépendre de votre voix, ça dépend de votre niveau d'aisance et de votre capacité à aller solliciter la voix qui va être le plus efficace pour être entendue. Dans certains environnements bruyants, une voix plus aiguë va être plus audible. Mais par contre, il faudra quand même qu'elle ait du volume et c'est à mitiger parce qu'une voix aiguë qui a du volume, eh bien ça peut être aussi très désagréable à l'oreille si c'est mal dosé, si c'est trop fort ou trop aigu. De la même façon, une voix plus grave va avoir tendance à rassurer l'auditoire et communiquer aussi plus d'affirmations. Mais évidemment, vous allez être moins audible car nos oreilles sont faites pour entendre de manière naturelle les sons les plus aigus. La meilleure façon de pouvoir porter votre voix, eh bien, ça va être de vous entraîner à aller par exemple dans des lieux bruyants et avoir des conversations avec les gens autour de vous. Ça va vous sembler un petit peu fatigant, mais vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, vous allez développer naturellement votre capacité à vous adapter à l'environnement et vous permettre d'avoir plus de volume de voix et pouvoir être entendu. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser les muscles abdominaux et aussi utiliser le diaphragme pour propulser votre air et pour vous permettre d'avoir une voix qui a plus de volume et qui est donc plus facilement entendue. Faites ces exercices et évidemment vous entraînez à projeter votre voix toujours en partant du ventre et des muscles qui se trouvent là, qui sont les muscles les plus forts autour de votre colonne d'air, plutôt que de forcer sur les cordes vocales où vous allez rapidement perdre votre voix. On arrive maintenant à la cinquième question qu'on me pose le plus souvent. Si j'ai des PowerPoint, est-ce que j'ai vraiment besoin de préparer ma présentation? La réponse est totalement oui, oui et re-oui. Le fait que vous ayez des PowerPoint ne signifie pas que vous êtes prêt à délivrer une expérience qui soit optimale pour les personnes qui vont vous écouter. Si vous vous contentez simplement de lire les PowerPoint que vous avez préparés, oui, vous allez peut-être communiquer une information de manière exhaustive sans rien oublier, mais par contre, si vous y prenez mal, ça risque d'être très ennuyeux. Si vous vous contentez par exemple de lire les slides qui sont déjà affichés ou si vous vous mettez à parler d'une voix monotone, monocorde, je vous assure que votre auditoire aura vite fait de s'éclipser, soit en allant aux toilettes, soit en plongeant le nez sur son ordinateur ou son smartphone. Donc assurez-vous de faire en sorte que les PowerPoint contiennent un minimum de l'information essentielle et que votre présence, votre prise de parole et ce que vous dites sera 90% de l'expérience et que les PowerPoint permettent juste d'apporter des visuels là où il y en a besoin pour vous faire gagner du temps et faire comprendre quelque chose rapidement
à votre auditoire de manière encore une fois visuelle. On prépare et on fait quelque chose qui est différent de ce qu'il y a sur les slides. Sinon, c'est pas la peine. Enregistrez simplement la vidéo où vous parlez en décrivant le PowerPoint et faites-la suivre à vos collègues. Vous verrez, ça aura le même effet. Ah ouais. Ah bah ouais. Bon bah ok, je vais préparer alors s'il faut. On arrive maintenant à la 6e question. Et cette question, elle revient très souvent. Ouais, j'ai une présentation là dans 2 semaines. C'est devant le grand patron, 2100 personnes dans la boîte. Vous pouvez m'aider à cartonner? J'ai aucune expérience en prise de parole. Alors là, évidemment, vous devinez que ça va être une situation difficile. Bien sûr que je peux vous aider à faire quelque chose qui sera plus qualitatif que si vous vous débrouillez seul. Évidemment, je peux vous permettre de reconnaître et de progresser rapidement sur les points essentiels de ce qui constitue aujourd'hui vos défauts en matière de prise de parole. Mais il faut bien se rendre compte que si vous voulez prendre la parole en public, c'est une compétence. Donc cette compétence, elle se développe. Et comme toute compétence, il vaut mieux s'y être pris plus tôt que 2 semaines à l'avance pour vous y mettre. Pensez plutôt 2 ans. Là, on est plus dans un temps réaliste. Et puis dites-vous que c'est une compétence que vous construisez, mais que vous pourrez réutiliser pour toutes les opportunités qui se présentent pour vous dans la vie. Donc n'attendez pas la dernière minute, même si très souvent, et c'est très humain, c'est un élément déclencheur, une situation particulièrement porteuse de stress ou un problème qui vient à vous mettre en mouvement et vous motiver à apprendre la prise de parole en public. Je vous assure, le plus tôt, c'est le mieux. On arrive maintenant à la 7e et dernière question. Oui, je voudrais savoir comment on fait pour mémoriser efficacement un discours ou une présentation. Excellente question. On retrouve différents types d'écoles et vraiment la toute première réponse que je peux vous donner, c'est avec l'expérience, vous saurez ce qui fonctionne le mieux pour vous, ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous prend beaucoup trop de temps et quel est en gros le bon rapport entre le temps investi à mémoriser et ce que vous allez pouvoir délivrer. Pour ma part, je suis passé par toutes les étapes, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'improvisation, donc je me suis retrouvé dans plein de situations où il fallait sortir du haut de mon chapeau ce que j'avais à dire, mais je suis aussi passé par une phase où j'écrivais des choses, des discours, des prises de parole et des interventions écrites mot à mot que j'apprenais par cœur. Ce que j'ai pu ressortir de ces 2 expériences très opposées, c'est une méthode qui me convient à moi, que je vais partager avec vous, parce que je me suis rendu compte après qu'elle convenait aussi à des personnes que j'accompagne sur du coaching à la prise de parole en public, dans les ateliers ou dans les formations. Ce que je recommande, c'est éviter d'apprendre tout par cœur. Le piège du par cœur, c'est le défaut de ses avantages. C'est-à-dire que quand vous apprenez tout à la virgule près, vous allez pouvoir mémoriser et ressortir l'information. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'information qui intéresse et le piège de mémoriser par cœur, c'est que vous allez peut-être délivrer comme un robot. Et bonjour, bienvenue. Ça n'a pas un effet très positif. Que vous ayez tous les mots mais qu'au final, on n'ait rien de vous, rien de l'expérience que vous créez, ça va être très mauvais pour votre prise de parole. De l'autre côté, une prise de parole improvisée, va avoir l'avantage de vous prendre peu de temps de préparation, mais potentiellement vous créez beaucoup plus de stress pendant l'intervention ou juste en amont de celle-ci parce que vous avez l'impression de ne pas trop savoir à quoi vous raccrocher. Je vous propose donc quelque chose qui soit entre les deux, entre le par cœur et le manque de préparation. Ce que je vous recommande, c'est de structurer votre discours de préférence sur des choses que vous savez du haut de votre chapeau, des choses que vous connaissez, que vous avez en mémoire depuis longtemps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est utiliser des points clés que vous allez mettre les uns à la suite des autres et vous allez simplement, du haut de votre chapeau, savoir ce que vous dites pour chacun de ces points, quelles sont les informations que vous voulez partager et ensuite, quel est le point suivant. De cette façon, vous allez rapidement pouvoir savoir ce que vous avez à dire puisque vous connaissez chacun des points et vous avez simplement à vous focaliser sur quel est le point suivant. Quitte à ce que vous ayez peut-être une petite feuille de pompe sur laquelle vous mettez le point numéro 1, le point numéro 2, le point numéro 3, où vous les structurez par partie, par catégorie. De cette façon, vous aurez une version beaucoup plus condensée de votre discours, qui sera plus naturelle parce que vous allez vous exprimer avec votre naturel, mais également, il y aura l'exhaustivité de aborder tous les sujets que vous avez prévu d'aborder parce que vous avez votre pense-bête. Si vous préparez un peu plus,
vous aurez avec cette méthode de plus en plus de résultats d'aisance et vous allez voir que, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater aussi bien pour moi que pour les clients que j'accompagne, que on finit par bien arriver à délivrer quelque chose qui a demandé assez peu de temps de préparation et c'est évidemment du gagnant-gagnant. On a l'avantage de l'improvisation mais aussi l'avantage de la mémorisation par cœur. Voilà, on arrive au bout des 7 questions qu'on me pose extrêmement souvent sur comment améliorer sa prise de parole en public lorsqu'on démarre et avoir les bonnes astuces, la bonne perspective et les bons outils. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, un petit pouce. Si vous voulez avoir accès à l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube, il suffit d'aller visiter la chaîne ou de vous abonner comme ci, comme ça, pour rejoindre les abonnés de la chaîne YouTube Improvéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis bonne prise de parole. À bientôt.